Bien, bien. Merci à Émilie, l'association de la Salse qui m'a invité. Bon, je viens souvent par ici, mais c'est la première fois que je fais une conférence ici pour cette association-là. Bon, le sujet a surpris un peu quand j'ai dit chez moi dans le Nord, parce que je viens du Pas-de-Calais, hein, j'ai fait du chemin pour vous rencontrer, que j'allais en pays Qatar parler de la Russie, c'est un peu surpris. Et j'ai dit, il doit y avoir une raison secrète, et il y a une raison secrète, hein, c'est qu'en juillet 1918, toute la famille de Nicolas II a été assassinée. On peut parler d'un assassinat, hein, de la façon dont ils sont morts, et donc on est dans le centenaire, quoi, hein. Et bon, il y a un lien ici avec Philippe de Lyon qui est allé à la cour de Russie, qui a fait des choses pour la tsarine Alexandra de Hesse, hein. Donc on verra un peu Philippe de Lyon, qui était un guérisseur, un thaumaturge, un voyant, et pourquoi il s'est retrouvé à un moment à la cour de Russie. Voilà, entre autres, je remercie les personnes qui sont venues, les charmantes dames, très gentils messieurs, hein, de venir m'écouter. Bon, aujourd'hui, au mois d'août, ici, perdu dans les montagnes, avec le chemin que vous avez vu pour arriver, bon, c'est presque une performance de venir m'écouter, hein. C'est gentil d'être là. Voilà, donc pour cette conférence, alors forcément le titre est un peu pompeux, parce que, bon, c'est pour l'affiche, hein, c'est le titre de l'affiche, donc forcément, voyant, magicien, chaman à la cour de Russie, ça va être élargi un petit peu, parce qu'on va un peu parler des temps d'avant les Romanov, hein, parce que Romanov, famille Romanov, dynastie Romanov, c'est Michel Romanov, c'est XVIIe siècle. Mais on va remonter jusqu'au néolithique. On va pas raconter l'histoire de la Russie du néolithique à Vladimir Poutine, hein, ce serait trop long. On va voir un peu quelque chose, ni l'histoire de la Russie, hein, avec les événements historiques, hein. On va juste voir ce qu'il y a de mystérieux dans la civilisation russe. Et des mystères, il y en a beaucoup. Oui. C'est une civilisation qui est quand même très très différente de chez nous, hein. En gros, un Russe ne raisonne pas comme un Occidental. Alors c'est pour ça qu'on a toujours eu du mal chez nous à comprendre la Russie et à comprendre aujourd'hui Vladimir Poutine. Vladimir Poutine fait toujours des trucs qui laissent pantois. Bon, ce qu'on appelle la communauté internationale. Bon, mais il y a des raisons, hein, parce qu'il y a un mysticisme russe, un irrationnel russe très très fort. Hein, donc ça vient de très loin, hein, ça vient du chamanisme des temps anciens, hein. Alors voilà, donc on va surtout traiter des choses ésotériques ou magiques, si on veut traiter ce nom. Alors bon, en général, ceux qui me connaissent, qui me regardent sur YouTube, savent que je n'ai pas écrit un texte, je tourne les pages et je lis, je parle comme ça. Alors quand même, pour pas trop perdre les pédales mentalement sur une heure, j'ai quand même un petit plan où je vois les principaux points que je vais évoquer. Donc on va parler de la Russie en tant qu'État, hein, bien entendu, le territoire, de voir dans les temps anciens quelle était la situation de ce pays. Bien sûr, on est obligé de parler du chamanisme, parce que c'est une grande base de la Sibérie, de l'Asie centrale, etc. De parler de l'Église orthodoxe, parce que, comme vous savez, les Russes sont orthodoxes, okay, l'Église orthodoxe, hein, et de parler un peu de la politique, puisque si vous êtes à la cour de Romanov, il est bien certain qu'il y a de la politique qui se mêle. La particularité de la Russie, vous verrez, c'est très curieux, c'est que mystique, politique, littérature, mœurs et société, tout est mélangé. Donc un écrivain, bon, je vous prends au hasard un Dostoïevski, va traiter du problème du mal, va traiter de la Sainte Russie, va parler des coutumes russes, etc., etc.
Ah, on va dire, qu'est-ce que ça fait dans un livre de littérature, comme si nous, on lisait Balzac ou Émile Zola? Ah, pas du tout, c'est totalement différent. Hein, donc, même les écrivains sont en état d'inspiration quand ils écrivent. Alors, si on prend les saints, on va dire, les saints, alors les saints de l'Église orthodoxe, ils sont comme nos saints à nous. Bon, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise, pas du tout. Ils sont plus saints que ça, si l'on peut dire. Donc, vous voyez, c'est très, très curieux. Donc, alors, la grosse partie, c'est sur, bien sûr, Nicolas II, puisque c'est la mort de la famille impériale. Et qui dit Nicolas II, dit Philippe de Lyon, dit Papus, dit Raspoutine, etc. Il dit Lénine, bien sûr, puisque c'est Lénine qui a donné l'ordre de les tuer. On est en pleine révolution russe, on est en 17-18, 1917-1918. Bon, c'est un peu le gros morceau de l'exposé, mais de savoir, par exemple, pourquoi l'impératrice Alexandra de Hesse, l'épouse, hein, Nicolas II, je suis passionné pour les sciences occultes à ce point-là, il y a une raison. Vous voyez? Alors, si on commence quelques mots sur la Russie, tout le monde connaît, hein, en géographie, hein, bon, c'est le plus grand État de la planète par la surface. Donc ça s'étale de la mer Baltique, vous voyez, jusqu'au Pacifique. Ça arrive au large du Japon, alors imaginez hein, la taille du pays. Donc déjà, vous imaginez que d'un point de vue communication, transport, déplacement des gens, ça fait beaucoup, par rapport à un petit pays comme la Belgique, par exemple. Hein. Alors, c'est quand même 2 fois les États-Unis, 2 fois le Canada, 2 fois la Chine en surface. Alors, les distances sont vertigineuses, et il y a 90% du pays quasiment inhabité. Hein. Si vous prenez la Sibérie, ça part à l'est de l'Oural, ça va jusqu'au Pacifique. Alors surtout le nord, hein, près du cercle arctique. Bon, il y a un habitant pour 10, 50, 60 km². Donc il y a quelques villages, quelques tribus ci par-là. D'où ce que vous savez pertinemment, c'est quand vous voulez exiler quelqu'un, l'envoyer en Sibérie. Bon, ben, comme ça, là, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évasion. Alors, ce pays est appelé la Russie. Alors attention, au début, c'était pas si grand que ça. Hein. La Russie de l'Antiquité n'allait pas jusqu'au Pacifique. Hein. Il y avait la principauté de Moscou et il y avait la principauté de Kiev. Et ce qu'on appelle la Russie se résumait à ça dans les temps anciens, ce qui correspond au Moyen-Âge pour nous. Hein. Et après, les tsars ont fait la conquête des territoires jusqu'à la mer Noire, ont conquis le Turkménistan, le Kazakhstan, tous ces territoires-là, et ont poussé une pointe jusqu'à la ville qui aujourd'hui, enfin, il n'y était pas à l'époque, mais aujourd'hui, Vladivostok. Donc là, on est sur le Pacifique. Hein. Mais c'est assez récent. Hein. C'est 17e, 18e siècle, etc. Alors, dans l'Antiquité, ben, vous savez que chez nous, on parle des civilisations grecques, romaines, perses, celtes, etc. On n'entend jamais parler de la Russie pour cette époque-là. Terre inconnue. On savait qu'il y avait bien des peuples qui vivaient là au nord de la mer Noire, le long de la vallée de la Volga, mais c'était tout. Et quasiment personne n'y allait jamais. Alors, sauf quelques-uns. Bon, des tribus scandinaves et autres donc d'Europe du Nord qui voulaient descendre un peu plus au sud, aller vers le Caucase, passer la vallée de la Volga. Ce qui fait qu'à un certain moment, 8e, 9e siècle, il y a des vikings, les fameux vikings, qui se sont installés dans la région qui est aujourd'hui Kiev. Donc on appelle des Varegs, c'est-à-dire les Varegs sont en gros des Nordiques. Alors aujourd'hui, la Russie nie cette origine, nie cette influence, parce que bien sûr, si on est nationaliste slave, on nie qu'il y ait des Nordiques à l'origine, la principauté de Kiev. Bon, il y a un seigneur scandinave qui s'appelle Rorik, etc. Fondé ça. Donc on aurait un mélange. Les peuples qui vivaient dans cet endroit-là, au niveau du nord de la mer Noire, c'est des Scythes. C'est une peuplade de l'Antiquité qui est à cette époque-là. Les Varegs arrivent et mélangent avec les Slaves. Alors bon, la région de l'Ukraine aujourd'hui est déjà un certain mélange de population. Alors, donc du coup, bon, c'était inconnu chez nous. Hein. Vous interrogerez un historien grec de l'Antiquité, les terres au nord de la mer Noire, pas connues. Hein. D'accord ? Alors, d'un point de vue religieux, alors il y a 2 choses dans cette période-là. Vous avez une tradition spirituelle ancienne qui est le chamanisme.
Alors, le chamanisme n'est pas spécialement russe, hein. Vous avez le chamanisme en Asie centrale, vous avez le chamanisme en Mongolie, vous avez le chamanisme, maintenant on emploie ça pour les sorciers indiens d'Amérique du Nord. Hein, quand vous avez des sorciers Sioux ou Cheyennes, on dit que ce sont des chamans. Bon, oui, donc le mot est devenu général, mais bon, au départ, c'était réservé à la Russie. Hein, parce que le mot chaman en soi vient d'une tribu de Sibérie orientale, un peuple ancien qui s'appelle les Tungus. Et Tungus ont des maîtres spirituels qui s'appellent chamans. Et le mot chaman s'est répandu à tous ceux qui faisaient la même chose sur toute la planète. Et aujourd'hui, on dit, ouais, un stage de formation chamaniste, vous allez apprendre à jouer du tambour des chamans, etc. Et vous allez apprendre telle ou telle méthode qu'ils étaient censés faire. Hein. Voyez, donc c'est très important. Alors, bon, qu'est-ce qu'un chaman? C'est, bon, j'allais dire, un esprit éveillé qui est en relation avec le monde invisible. Donc, dans cette pensée-là, on considère bien sûr qu'il y a un monde visible, le nôtre, matériel, avec des choses concrètes, un corps physique et des objets, des plantes, des choses visibles à l'œil nu, et puis un monde autre, subtil, astral, diraient les spécialistes des sciences occultes, hein, un monde invisible, céleste, peuplé d'êtres lumineux de toutes sortes. Des anges, des archanges, des esprits, les âmes des défunts, tout ce qui s'ensuit. Enfin, un nombre considérable d'êtres de toute nature non physiques. Que fait le chaman? C'est un médium. Ce qu'on appelle un médium, c'est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui va joindre le monde. Il va joindre le monde des vivants concrets avec un corps de chair et de sang sur Terre et le monde invisible. En gros, il va rentrer en communication avec les esprits pour parler de quelque chose de courant aujourd'hui. On appelle les esprits, et on dit que le fameux tambour chamanique, rythmé, c'est appeler les esprits. Alors, pour ces chamans qui font ça, alors ils ne sont pas seulement médiums, pour entrer en contact avec les esprits, attention ce que ça veut dire les appeler, leur parler, leur poser des questions, attendre leurs réponses et voir ce que ça donne pour les humains. Bon, en gros, le village a été victime d'une tempête. C'est pas naturel. Comment ça se fait? On appelle les esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, l'esprit peut répondre, faites pénitence, vous avez fait des bêtises. Bon, c'est pas trop les réponses, mais il y a quelque chose de ce genre. Hein, alors, le chaman qui est médiateur, donc médium, est aussi voyant. On peut voir des choses là, concernant l'avenir, concernant le passé des gens, hein, ce qu'ils ont vécu avant leur vie actuelle, etc. Certains sont un peu plus doués que les autres, sont prophètes. Ils peuvent dire, ben voilà, dans un siècle, il se passera telle ou telle chose. Et puis, il y a quelque chose que, ici tous, vu votre intérêt pour les éthéristes, vous connaissez, hein, c'est qu'ils ont les pouvoirs supranormaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent supporter des conditions absolument épouvantables en Sibérie, ils peuvent rester je ne sais pas combien de jours sans manger, etc. Et puis, bon, ils ont des visions, ils ont des tas de choses, des tas de pouvoirs. Hein. Alors, la particularité de la Russie par rapport à chez nous, c'est quand chez nous on dit ça, les gens disent, bon, c'est de la rigolade. Hein. On ne va pas aller voir le sorcier du village, sauf si on nous croit à ses pouvoirs, bien entendu. Là-bas, le peuple croit dur comme fer à la vérité de ça. Et ces chamans ne sont pas des gens rejetés, ils sont un pilier essentiel du village. C'est-à-dire, en gros, c'est le référent dans le village, s'il se passe quelque chose, c'est l'âme de la communauté, c'est lui qui est en contact avec les esprits, et il est très très bien considéré. Hein. Il y a un problème, on appelle le chaman. Bon, au point où, justement, la liaison avec le sujet du jour, c'est dire, si un tsar entend parler d'un chaman particulièrement doué, qu'est-ce qu'il sait pour le régime politique? Qu'est-ce qu'il sait pour l'avenir du pays? Venir à la cour? On va lui demander quoi il qu'est-ce. Hein. Bon, un jour, un tsar, je crois que c'est Alexandre Ier, a reçu un chaman juste un peu avant les guerres avec Napoléon. Et le chaman a dit, c'est normal que vous ayez gagné contre Napoléon, je fais des prières tous les jours pour que vous gagniez. Bon, ça enlève un peu la victoire
ce grand tsar Alexandre Ier, vu du côté russe, un grand tsar, hein, parce que la Bérésina, c'est lui. Hein. Vu du côté français, un peu plus embêtant. Donc, vous voyez, ça va jusque-là. Ce qui fait que tous ces tsars, justement, dont on parle, les Romanov, ont toujours eu soit un grand mystique orthodoxe, un confesseur orthodoxe, et des chamans dans leur entourage. Dès qu'aux oreilles du tsar arrivait la réputation d'un tel et d'un tel, comme il pouvait dire des choses intéressantes sur le pouvoir et sur l'avenir du pays, c'était intéressant de savoir ce qu'il racontait. Quand on s'apercevait qu'il se plantait, que c'était faux ce qu'il disait, il était vite éliminé aussi. Hein. Vous verrez, je vous raconterai une histoire épouvantable tout à l'heure. Il y en a qui ont eu quelques soucis, hein, etc. Donc il y a ce chamanisme. Alors, si on résume, le chaman est médium, voyant, un peu prophète dans le meilleur des cas, et disons possesseur de pouvoir, et intercesseur auprès de la communauté. Alors ça, bien sûr, c'était avant qu'il y ait une église orthodoxe extrêmement puissante, bien entendu, parce que ça, c'est des siècles avant Jésus-Christ, c'est les siècles après, hein. Alors on pense que ça vient d'Asie centrale, du monde indo-tibétain, etc., où les chamans étaient, en gros, comment on pourrait appeler ça, les maîtres spirituels du temps, de ce temps-là. Hein. Vous voyez. Donc c'est très très important. Et particularité de la Russie, c'est quand même que ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, nous, on n'a plus de dieux de la mythologie grecque, parce qu'on dit, dans l'Antiquité, il y avait une mythologie grecque, mais après, on a arrêté, on a fait le christianisme. Tandis qu'en Russie, vous avez l'Église orthodoxe, vous avez le matérialisme dialectique marxiste, mais vous avez toujours des chamans en Russie. C'est une constante, hein, pesante, à la base, hein, du pays. Alors, c'est très original, hein, par rapport à d'autres... peuple. Là, vous allez dire, oui, mais la Russie n'est pas tellement connue pour ça, elle est connue pour l'Église orthodoxe. Alors, l'Église orthodoxe, ça vient bien sûr de l'Orient, surtout de la Grèce, en gros de l'Église byzantine installée à Constantinople. Alors, c'est une version orientale du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec le catholicisme? Il y a que la doctrine est la même. Ah, c'est Jésus, c'est la résurrection, c'est Noël, c'est ceci, hein, mais c'est beaucoup plus mystique. Il y a beaucoup plus d'importance à accorder aux rituels, c'est-à-dire aux cérémonies, etc. Hein. C'est plus mystique, c'est-à-dire qu'un prêtre orthodoxe est beaucoup plus dans la transe, l'inspiration, l'élévation de la pensée, etc. Alors surtout aujourd'hui, hein, qu'un prêtre catholique. Hein. Alors c'est pour ça que ça s'est bien branché avec les chamans. On s'est dit, il y a les chamans, il y a les prêtres orthodoxes. Finalement, d'un point de vue niveau spirituel, c'est pas très très différent, hein, que ça. En gros, un orthodoxe en religion, il est beaucoup plus mystique qu'un prêtre occidental. Alors peut-être pas au Moyen-Âge, parce que nous, on avait les Sainte Thérèse de ceci. Alors aujourd'hui, il reste de très grands chefs spirituels par là, ici. Beaucoup moins. Nos maîtres spirituels ne sont plus de l'Église catholique. Ce sont des Rose-Croix, ce sont des ordres initiatiques, etc. Alors comment ça a commencé? Comment cette Russie a pu devenir orthodoxe, dans la mesure où elle était païenne et chamanique au départ? Alors ça vient de Vladimir. Il y avait un prince de Moscovie qui s'appelle Vladimir. Lui, il ne croyait pas trop aux religions païennes qu'il y avait à son époque, et il voulait savoir ce que les grandes religions disaient. Alors il a fait venir des grands chefs religieux, bien justement, de l'Église orientale, de l'Église catholique, de l'islam, et puis, puis il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, l'islam, oui, bon, j'ai presque tout dit. Alors, quand il s'est fait exposer l'islam, il y a quelque chose qui l'a absolument révulsé, c'est pas d'alcool, pas de consommation de produits XY. Alors, vu la vodka là-bas, ils se sont dit pas d'alcool, là, ça nous convient pas. Les juifs, voilà, j'ai oublié, il y avait la religion juive. La circoncision, mon Dieu. Une horreur absolue, la circoncision, pas possible. Les catholiques, ils sont à genoux devant le pape, pas extraordinaire. Bon, qu'est-ce qui reste? L'église chrétienne de rite oriental, Byzance. Et il s'est converti, donc à l'église qui à l'époque était grecque,
hein, l'Église byzantine grecque. Et voilà comment la Russie est devenue orthodoxe. Et puis, pour combler le tout, il s'est dit, puisque je suis devenu orthodoxe, je vais épouser la sœur de l'empereur de Byzance. Et l'empereur de Byzance a accordé ce mariage, d'où le lien extrêmement étroit entre les orthodoxes grecs des Balkans et la Russie. Et puis en échange, elle a dit, écoutez, je veux rendre sous vassalité, c'est-à-dire dominant, toute la région du bord de la mer Noire. Et c'est comme ça que les Russes sont arrivés dans une péninsule qui est très célèbre aujourd'hui. Les spécialistes de la Russie me confirmeront, la Chersonèse, je crois que c'est la région de la Crimée. Donc la Crimée à cette époque-là, l'époque dont je vous parle, c'est le Xe siècle. Hein. L'époque de Vladimir, converti à l'orthodoxie, etc. Donc on a un fond un peu triple. Vous avez une religion païenne, parce qu'il y avait une religion païenne en Russie, c'est-à-dire avec des dieux, un dieu du tonnerre, un dieu de la fertilité, une déesse ceci, une déesse là. Hein, alors c'est très peu connu. Hein. Vous avez par exemple un dieu du tonnerre qui s'appelle Péroun. Personne ne connaît Péroun, le dieu du tonnerre en Russie. Hein, un peu comme un Jupiter chez nous. Hein, voyez. Bon, vous avez un dieu Volos qui est un peu une sorte de Wotan, créateur et destructeur des mondes, etc. Donc vous avez un fond païen, avec les mythologies un petit peu qui vont avec, un fond chamanique, hors religion, on peut dire, parce que le chaman, c'est un individu branché avec le ciel, n'a pas de religion, et religion orthodoxe. Eh bien, tout ça qui paraît si étrange fait bon ménage. En Russie, quelqu'un de la rue, quelqu'un du peuple, surtout dans les siècles de l'époque, ne s'étonne pas du tout de rencontrer ces trois personnes. Ces trois types de personnes, ça va de soi. Bon. Alors, c'est assez étrange par rapport à chez nous. Si vous êtes catholique, ça va. Les protestants, c'est complètement ennemi. Les païens, on a liquidé la religion païenne. Là-bas, on dirait qu'on arrange un petit peu tout, qu'on met tout dans le même bain. Même chaudron, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est très curieux. Alors, pour ceux qui aiment le détail, on ne va pas faire aujourd'hui, ça serait trop long. Moi, j'ai cherché, parce que je me suis dit, mais alors, quelle était la mythologie russe et la religion païenne avant l'orthodoxie? Eh bien, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en Russie, vous n'avez pas de mythologie grecque. L'Odyssée, ça n'existe pas. Le mythe de la toison d'or, ça n'existe pas. Pour l'Égypte, l'histoire d'Isis et Osiris, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire mythologique, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même une religion païenne. C'est que vous avez des cultes. On fait des offrandes, on fait des cérémonies. Il y avait peut-être une clairière avec un temple, etc., etc. Mais sans les récits qui vont avec. C'est-à-dire qu'en gros, la mythologie, elle était essentiellement orale au point de vue théorique, et elle est passée dans les us et coutumes au niveau pratique. Alors bien sûr, les gens du coin qui faisaient eux-mêmes les danses, les chants, les offrandes, les rituels, les pratiques, eh bien ils savaient, mais ils n'avaient pas la théorie qui va avec, écrite, puisque eux, ils le savaient, mais nous, non. Alors au XIXe siècle, il y a quand même un érudit très passionnant, doit s'appeler Afanassiev. S'il y a quelqu'un qui est spécialiste de la Russie dans la salle, ça doit être, qui a décidé de regrouper tous les gens des contes de la Russie et de reconstituer la mythologie qu'il pouvait y avoir derrière. Donc ça va très loin. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a parlé de la cour des Romanov. Alors vous voyez l'origine un petit peu de toutes ces choses. Alors, pour vous montrer que ça a duré jusqu'à aujourd'hui, on va se transposer au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a une jeune Française qui était passionnée par la Russie, qui a fait un voyage en Russie. Alors, je vous passe le détail. Hein. C'était une amie de la maîtresse de Lénine. Alors bon, elle pouvait voyager en Russie. Bon, c'était bien avant 1917. Hein. Je vois des regards étonnés. Lénine aurait-il une maîtresse oui. Et alors, cette jeune fille, c'est pas la maîtresse de Lénine, c'est une de ses amies, décide d'aller voyager en Russie. Elle va en Sibérie, justement. Il y a un arrêt dans une gare. Elle s'arrête en descend du train, hein, parce qu'il y a une pause assez longue. À l'époque, hein, on met le charbon dans les locomotives, hein, c'est pas les TGV d'aujourd'hui. Donc, il y a une grande pause assez longue. Et la dame, soudain, au moment de repartir, est paralysée des jambes. Alors, elle veut se lever, elle n'arrive pas. Alors, ces personnes qui sont avec elle au secours, etc. Elle a dit, allez chercher un médecin. Et forcément, pas de médecin
pas de médecine officielle dans la petite ville, machin, en Sibérie. Alors il y a quelqu'un qui dit, oui, mais on ne peut pas la laisser comme ça, on va aller chercher X. Alors ils disent non. Alors, le X, c'est un peu ce qui serait le rebouteux, le magnétiseur, le chaman du village. Et puis il vient voir la dame, il la regarde, et puis il dit, oh ben cette jeune femme vivra, je vais faire en sorte qu'elle continue sa vie. Le type n'avait pas ausculté, pas regardé, sans doute qu'il voyait les auras. Hein. Alors l'aura, elle dit, bon, elle va vivre, donc bon, parce que quand on dit ça, ça veut dire, est-ce que ça vaut le coup de soigner la personne ou pas? Si l'aura est sombre, totalement grisâtre, on va dire, on va passer à la trappe, c'est même pas la peine de faire de soins. Mais là, on voit que la personne a quand même assez de vigueur pour continuer. Donc, on va sauver, entre guillemets, la personne. Il faut donc la guérir de la paralysie. Alors, je ne vous dis pas le rituel. Hein. Le gars, il va chercher des ossements d'animaux dans la campagne. Des omoplates de ceci, des tibias, des trucs. Il broie, il fait une sorte de poudre, il met des pierres avec, il met des plantes, il broie, etc. Il met dans une marmite, il met un couvercle, il fait un trou dans le couvercle, il retourne la marmite, il met dans un chaudron, il enterre le chaudron dans la terre, met une couche d'argile par-dessus. Puis il attend une journée, il va déterrer le truc, il sort la cruche avec le trou et s'écoule par ce trou un litre de liquide rouge. Voilà, avec ce litre de liquide rouge, il fait un massage sur les pieds et les jambes de la fille. Premier jour, elle remue les orteils. Deuxième jour, la cheville. Troisième jour, la jambe. Quatrième jour, le bassin. Cinquième jour, elle marche allègrement comme pas une et ne sera plus jamais malade des jambes ou de paralysie. C'est un rituel chamanique. Mais début 20e. Comme quoi, début 20e, chaman était opérationnel comme ça, surtout dans des villages où il n'y a pas de médecine, pas de laboratoire, pas de pharmacie. Et alors la même dame, qui ne pouvait plus aller en Russie sous le régime communiste, quand le régime communiste s'est effondré, sous Gorbatchev, elle a voulu revoir où elle était passée avant 1917. Et bien elle a repris le transsibérien, et elle s'est retrouvée dans un village pas loin du même endroit. Et quand elle est descendue du train, il lui est arrivé la même chose. Reparalyser les jambes, alors qu'elle n'avait rien la veille. Hein. Ah, vraiment, les démons, ils ont passé faire un tour dans le coin. Et alors là, elle fait la même chose que la première fois, mais il y a 60 ans d'écart. 70 ans d'écart. Elle est très vieille, hein. Elle a plus de 80 ans, 90 ans. Alors, on se dit, c'est peut-être naturel qu'elle soit paralysée, etc. Donc, elle veut appeler un médecin, parce qu'on est dans les années 1985 et quelques. Bon, lui dit, Tchoufa, ou je ne sais pas où, en Sibérie centrale, mais il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a même pas un hôpital. Alors, elle est très embêtée, son entourage aussi, mais soudain, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais il y a quand même la clinique. Alors, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin, mais il y a la clinique. Eh bien, la clinique, c'est des chamans. C'est une clinique chamanique. Sous Gorbatchev, on a réautorisé le chamanisme. Il y a donc une clinique de chamans qui prennent la dame, ils lui donnent un peu des plantes, ils font de prières, etc. La dame guérit automatiquement. Avec une différence quand même par rapport à la première fois. Eh bien, les chamans se font payer. Ils sont en ville, ils ont une clinique, ils payent de l'électricité, ils ont les locaux nettoyés, et bien ils demandent un tarif, et il y a les tarifs d'affichés par soin. Ça a surpris quand même quelque peu, donc on peut dire le chamanisme est mort et pas mort. Parce que les communistes étaient censés l'avoir liquidé, clandestinement il avait continué, il réapparaît au grand jour, mais est-ce que le chamanisme actuel est vraiment du chamanisme? Est-ce que le vrai chaman errait sur les routes, allait de village en village, on lui présentait les malades, faisait un rituel pour guérir les malades et ne demandait rien. Et on lui donnait, à la personne qui voulait donner un pain, une boisson, etc., une offrande, comme nous on fait. Hein. On dit, on fait tout gratuitement, mais si vous voulez donner quelque chose, bon, on accepte l'offrande, c'est de bon cœur. Mais alors là, les tarifs sont affichés. Tel soin. Alors, ils ont un. Excusez-moi de rire. Hein. Ils ont un horaire de fonctionnaire. Un tel, il fonctionne le matin. Invraisemblable. Mais bon, ça existe. Comme quoi, avec un tel intervalle, les fonctions chamaniques continuent d'exister. Bon, c'est quand même un peu étrange, hein, comme pays. C'est ça qu'on voit que c'est étrange quand même comme pays. On était sous Gorbatchev à cette époque-là, hein, où ça s'est libéralisé un petit peu. Hein. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est surtout le paranormal qui passionne les foules russes. Hein. Ils sont passionnés par ce truc-là. Ils en font même des séances à la télé. Oui. Donc, bon, etc. Alors, pour l'Église orthodoxe, je vous disais tout à l'heure que c'était quand même assez mystique comme religion. Alors, il y a 3 choses importantes dans l'Église orthodoxe. Je ne veux pas parler des différences avec l'Église catholique pour expliquer pourquoi ils se sont brouillés. En 1054, il y a eu ce qu'on appelle un schisme, un clivage terrible entre le Vatican et l'Église orthodoxe. Hein. Bon, ça porte sur des problèmes de théologie, de rituels, de Sainte Trinité, de trucs comme ça, c'est très compliqué. Mais alors, au niveau de la pratique, alors, les orthodoxes sont très, très pour le faste du rituel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très beau, chanté, lumineux. Les églises, il n'y a pas 1 centimètre carré de l'église où vous n'avez pas une peinture, pas une statue, pas une icône, etc., etc. C'est flamboyant, c'est point de dorure, etc., etc. Donc il y a une importance énorme attachée à la pratique. On ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est le culte des icônes. Nous, on a arrêté depuis longtemps le culte des icônes. Alors vous avez une image de la Vierge ou un tableau avec la crucifixion dans une église. Mais là-bas, l'icône est très très particulière. C'est une image sacrée. C'est-à-dire, on prie, on vénère l'icône en soi. Parce que l'image est censée contenir un esprit. Donc c'est pas une photo. Hein. Et c'est pas une peinture de Rembrandt, machin, de la croix qu'on peut mettre dans certaines églises. Pour dire, bah, ça fait beau, on a mis un grand tableau, puis c'est religieux, alors c'est la crucifixion, c'est le baptême de Jésus. Là, l'icône a un poids d'énergie, de transmission d'un pouvoir en elle-même, d'où la vénération des icônes. Et le peintre, celui qui fait l'icône, bon, c'est un génie, hein, parce qu'il est censé peindre des icônes sous inspiration religieuse. C'est-à-dire que le bois, il ne dit pas, j'ai une toile, je peins. Il se met en purification, il fait des ablutions, des rituels, pénitences pendant je ne sais pas combien de temps. Il se met en état de réceptivité, il attend l'aspiration du ciel et il se met à peindre. Il transmet donc un génie, un esprit, une énergie dans la peinture. En gros, il peint un état de transe, si on peut parler comme ça. C'est un peu comme les surréalistes. Eux, c'était plutôt par des drogues et des choses comme ça. Ils étaient complètement dans un état second. Ils peignaient des choses qui sortaient complètement de l'ordinaire. Ils peignaient leurs rêves, comme ils disaient. Hein. Alors là, on ne peint pas des rêves, on peint des visions. On a la vision de la Vierge Marie, on peint une Vierge Marie, mais pour les gens qui la regardent, ce n'est pas une image, c'est le résultat d'une vision. D'où la vénération totale de ces icônes. On ne peut pas envoyer au feu, qu'on ne peut pas piétiner, on ne peut pas négliger parce que c'est ça qu'on veut. Et c'est même, vous dire, des experts alchimiques. C'est-à-dire que c'est peint en plusieurs fois. C'est-à-dire que le peintre fait un fond assez sombre. Au fur et à mesure qu'il met des détails par-dessus, il éclaircit et il met les dorures à la fin. C'est-à-dire qu'il met le royaume, il met quelques parties de vêtements dorés. Et donc on passe du sombre au lumineux. Donc on passe du plomb à l'or. C'est l'œuvre alchimique. De passer du plomb à l'or, de l'œuvre noire à l'œuvre de lumière, à l'œuvre d'or, hein, puisque vous savez, la tradition alchimique, c'est je transforme le plomb en or, c'est-à-dire la matière première, bon, pas tellement belle, pas tellement bonne, en or pur, bien sûr, à la fin, ce qui traduit, pour ceux qui connaissent l'alchimie, ils sont très très doués là-dedans, la transformation de la conscience. C'est-à-dire l'alchimiste se transforme lui-même en même temps qu'il fait des opérations de transformation de la matière. Il est donc grossier, vil, etc. au début, et devient un être pur à la fin. Donc les icônes sont magiques, alchimiques, etc. Et troisième chose, c'est les monastères. Alors, nous, on a des monastères. Un peu partout, il y en a plein là, ici. Mais alors là, en Russie, c'est très particulier. Hein. Alors, plus beaucoup maintenant. Hein. Chez les communistes, on en brûlait, je ne sais pas combien. Hein. Ils en ont reconstruit quelques-uns, quand même. Et les cathédrales, tout ça, ils ont tout rasé. Hein. La fameuse grande cathédrale qui était près du Kremlin, là, vous savez, de toutes les couleurs avec ces bulbes, là. Ah, Staline a été rasée. Hein. Celle qu'on voit aujourd'hui a été refaite à l'identique, mais ce n'est pas celle d'origine. Hein. Ils ont tout détruit. Et alors, à une époque, on construisait des dizaines de monastères par an. Alors, la réclusion, là, c'est une réclusion pour les moines. Alors, ils étaient censés prier pour le pays, faire des tas de choses hein, intéressantes, mystiques aussi.
hein, comme chez nous, nos saints monastères chez nous, sauf que là-bas, ils ont choisi les lieux les plus désolés pour aller s'installer. Au début, ils s'installaient par exemple en Sibérie, dans un coin de forêt. Bon, ils s'installaient 10 km du premier village perdu, je ne sais pas où, etc. Puis après, bon, quand il était mort, on construisait une chapelle sur son lieu de mort, puis ça devenait une église ou un monastère. Hein, mais au début, c'était vraiment des ermites, tout ce qui est plus ermite. Ils choisissaient les coins perdus, vraiment perdus. Et cette tradition-là vient d'Égypte. Alors, pas d'Égypte des pharaons, hein, de l'Égypte des premiers siècles du christianisme, où les pères chrétiens, hein, catholiques, se retiraient au désert pour faire leur méditation, etc. Et ça donnait naissance aux premiers ascètes de notre religion à nous. Hein. Et eux sont... Alors l'ascétisme chez les orthodoxes, c'est beaucoup plus carabiné que chez nous. Hein. Ils ont quasiment pas de régime alimentaire du tout. Bon, par exemple, des moines itinérants, parce que de temps en temps, ils sortaient du monastère pour aller faire du recrutement, eh bien, ils demandaient juste de la farine comme don. Avec la farine, ils faisaient du pain dans leur monastère, et c'était tout ce qu'ils demandaient. Alors bon, c'est marrant, c'est un petit peu spécial. Alors, bon, il y a des monastères qui se visitent aujourd'hui, ils sont très grands, très beaux, toujours avec des coupoles en forme de bulbe vert, etc. Entourés d'une muraille, parce qu'à l'époque, ça devait être défendu contre les invasions, tout un tas de peuples de toutes sortes, hein, des Lituaniens, des Polonais, tout ça, des Tartares envahissaient la Russie, et ils brûlaient les monastères d'ailleurs, et les moines avec, hein, très, très souvent. Alors le plus célèbre, c'est le monastère des Solovki. Alors, le monastère des Solovki, lui, il a la particularité d'être sur une île dans la mer Blanche en Arctique. Donc à l'époque, vous étiez à des dizaines, beaucoup plus loin au nord de Novgorod, là, pour installer un monastère sur une île perdue près du cercle arctique. Alors c'est un archipel qui est par là, et là on avait donc construit un monastère qui s'appelle Solovki. Alors quand on allait là, c'était dur la vie. Hein. Bon. Et puis le monastère est devenu célèbre, parce qu'il y a des écrivains qui à un moment allaient faire une méditation, une retraite, comment dirais-je, pas longtemps, hein, ils n'y passaient pas leur vie, hein. ils allaient quelques mois. Alors je ne sais plus quel grand écrivain, s'il y en a qui connaissent, pourront me dire, je ne sais pas si c'est Tolstoï, un autre qui est allé faire une retraite là, et d'autres qui vantaient un peu les mérites de ces moines des Solovki, et pour montrer que c'était vraiment un coin reculé et très, très à part, c'est que Lénine, quand il a fait les premières déportations de prisonniers politiques, les a envoyés au Solovki. C'est-à-dire, en gros, est expédié au Solovki, c'était la première version du goulag. Ah oui. Alors, est-ce que c'était intentionnel ou pas, vu la célébrité des lieux, ou le hasard, parce que là, il pouvait avoir de la place, et puis comme ça, les prisonniers mourraient d'eux-mêmes, parce qu'il faisait trop froid. C'est pas trop. Mais voilà où on en est. Alors, vous voyez bien que quand on parle de l'Église orthodoxe, elle est très différente de notre Église catholique. Et dans leur religion, il n'y a pas de pape. Il y a des patriarches, des métropolites, des personnages comme ça. Alors, quel est le lien avec la maison mère, si on peut appeler ça maison mère, Athènes, à la Grèce, hein, puisque l'Église byzantine, c'est bien sûr à Constantinople, les Balkans, etc. Vous savez que dans cette région-là, il y a un monastère, enfin, une dizaine de monastères, hein, très très célèbres, au mont Athos. Et donc la référence, c'était les moines du mont Athos pendant très très longtemps. Hein. Et le fameux Rasputin, dont on parlera après, est allé à un moment faire une retraite au mont Athos. Alors qu'il est revenu, il paraît que c'était plus le même homme du tout. Hein. Il est parti X, il est revenu Y. Hein. Sur place, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a pas de détails historiques. Hein. Donc, vous voyez, genre, si vous additionnez tout ça, le paganisme dont on a très peu d'écho, mais ça fonctionnait un peu comme notre paganisme à nous, le chamanisme, là, c'est spécifique quand même à l'Asie centrale, à la Sibérie, à la Russie, même aux tribus samoyèdes, je ne sais pas quoi, là, près du cercle polaire arctique, et puis l'Église orthodoxe, version très très mystique. Hein. Bon, on en est là. Bon, que va faire le pouvoir politique de tout ça? C'est jamais des très bons rapports en Russie entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il y en a, ils sont obligés, c'est comme nous avec l'Église catholique. Hein. Mais à des moments, ils s'entendent bien.
Alors, le pouvoir politique est très content de l'Église orthodoxe quand c'est eux qui la dominent. Puis quand c'est l'inverse, quand le clergé prend un peu l'ascendant sur la population, qu'il y a un tsar un peu faible, etc., c'est l'Église qui domine, qui impose certains trucs, etc. Donc il y a toujours quasiment un règlement de compte, hein, non, entre les deux, hein, Église-État, si on peut parler comme ça. Hein, voilà. Alors, voilà, ça c'est pour les croyances, en gros. Hein. Donc maintenant, on va parler un peu du pouvoir politique. Il y a un pouvoir religieux, un pouvoir politique. Hein. Donc je ne reviens pas sur Vladimir qui s'était converti à l'orthodoxie et du coup, son peuple avec lui. Hein. À l'époque, quand un prince ou un roi se convertissait, pensez à nous, Clovis, toute sa tribu se convertit en même temps. Le chef a décidé telle chose, c'est que ça doit être bien. Tous les guerriers suivent. Bon, là-bas aussi. Hein. Voilà. Alors, après, bon, je ne veux pas raconter tous les siècles. Bien sûr, de l'an 1000, Vladimir, jusqu'à... On va parler d'un tsar un peu particulier, que vous connaissez sûrement de nom, qui n'est pas Romanov, mais dont il faut parler quand même. Il s'appelle Ivan le Terrible. Alors, Ivan le Terrible, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire russe, c'est le XVIe siècle. C'est les années 1500 et quelques, le milieu de ces années-là, 1540 et quelques. Alors, le tsar le plus terrible de toute la Russie, bien entendu, les autres, il y en a eu de très très particuliers. Hein. Mais à ce niveau-là, bon, un peu difficile à imiter, sinon par Staline. Staline a fait pire. Il n'est pas considéré comme tsar. On dit que c'est un tsar rouge. Ce qui est fort possible. Hein. On hérite de l'héritage des ancêtres, hein, par comment ça s'appelle, l'égrégore, hein, en ésotérisme, hein, quand on a eu des siècles et des siècles d'un pouvoir archi-autoritaire, cruel, etc. Alors, on peut être communiste, on hérite des émanations de ce qui s'en suit. Hein. Bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Staline n'est pas l'objet de la conférence, on peut en dire quelques mots. Donc, le terrible, il mérite bien son nom. Hein. Parce qu'il paraît qu'il était d'une cruauté absolument inimaginable. Hein. C'est pas un surnom. C'est comme nous, Louis XIV, le roi Soleil, Louis XV, le bien-aimé, c'est des surnoms sympathiques. Là, le terrible était vraiment terrible. Bon, des milliers et des milliers de morts dont il est responsable. Bon. Alors, pourquoi ? Parce que lui, alors c'est très sensationnel cette histoire, c'est que c'est le premier souverain qui a été appelé tsar. C'est le premier tsar. Parce qu'avant, les Vladimir, les machins, le Xe siècle, le XIIe siècle, Alexandre Nevski, tout ça, ne sont pas tsars. C'est lui, Ivan le Terrible, qui a été appelé pour la première fois tsar de toute la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il avait voulu réunir toutes les terres russes en un seul pouvoir, et pour que ça tienne, parce que les populations avaient évolué un peu différemment, un pouvoir très très autoritaire. Et pour faire ce pouvoir très très autoritaire, il a commencé par réduire le pouvoir des princes, car chaque prince, dans son fief, sa seigneurie, avec sa famille, les grandes familles russes, hein, faisait un peu la loi. Là, il a dit, mais maintenant, il y a un tsar. Hein. Et quand il a été intronisé, il a dit, le pouvoir se fait par la terreur. Lui, il était franc, donc c'est carrément la couleur. En gros, il va avoir une terreur. Alors, les autres ont dit, terreur, c'est pas l'habitude. Tous ceux qui étaient récalcitrants, qui n'acceptaient pas le pouvoir absolu du tsar, liquidés. Bon. Alors, ce qu'on appelle les boyards, les grandes familles, ils ont commencé à paniquer un petit peu, mais ils n'osaient pas trop s'opposer. Mais même s'ils ne s'opposaient pas, ils étaient liquidés quand même. C'est-à-dire que le tsar prenait le prétexte d'une moindre désobéissance, la moindre hésitation, condamner telle chose, je ne sais pas, envahir une ville, tuer tous les habitants, c'est pas bien ce que vous avez fait. Le gars, il était partisan des vaincus, il était liquidé aussi. Bon, alors, on a affaire à un tsar pas du tout ordinaire. Hein. Donc, à un moment, la ville de Novgorod avait été attaquée par des Polonais lituaniens. Les gens de Novgorod, l'armée avait gagné, mais le tsar pensait qu'il ne s'était pas bien battu et que, bon, c'était insuffisant, leur méthode. Eh bien, il les avait fait exécuter quand même. Voilà, pour dire, bon, écoutez, vous êtes trop mou, ceci, cela. Bon, ça a commencé à paniquer dans tout le pays. Bien entendu, tout le monde vivait un peu dans le stress permanent pour dire qu'est-ce qui nous attend au tournant, bien entendu. Hein. Donc, on en est là. Alors, son histoire est très curieuse. On ne va pas la raconter intégralement, hein, parce que ça ferait 1 heure. Mais au début, c'était un personnage tout à fait normal. Il est devenu tsar, bon, voilà. Au début, il y avait plein d'idées de réforme.
Et il était assez, faut pas dire sympathique, c'est pas le genre, quand vous voyez le film qui a été fait sur lui, il ressemble à un diable. Donc, bon, voilà, mais enfin, bon, il paraissait un être normal. Et il y avait une influence, je crois, d'un prêtre, alors je ne sais plus son nom, et ce prêtre, bon, l'influencer positivement. C'était un philosophe, c'était un de l'Église orthodoxe, il lui donnait de bons conseils, etc. Puis un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé, le tsar a changé du tout au tout. Il y a eu un revirement total. On dit que c'est dû à l'influence d'un personnage sombre dont on ne sait pas le nom non plus, qui avait été initié à la magie mongole, qui pour X raisons était arrivé dans l'entourage du tsar, lui avait enseigné des pratiques particulières, sans doute pour lui donner un pouvoir, pour dominer, etc., le soutenait par ses conseils, etc., et on n'a plus reconnu le tsar du tout. Un être à peu près normal était devenu d'une cruauté absolument inimaginable. Donc, je vous passe les tortures, hein, tout le monde va tomber malade. Les tortures les plus raffinées possibles, décapiter des tas de gens qu'on a manqués, on amenait des prisonniers, décapités. Quand le tsar faisait l'exécution quelquefois lui-même, et il en avait marre, il passait son sabre à ses serviteurs qui faisaient les autres décapitations, etc., etc. Donc, toutes des choses absolument abominables qu'on était mis en cellule ou en déportation, on envoyait de toutes les couleurs, et etc., etc. Il faisait enterrer des villageois vivants, par exemple. Il y avait un village qui n'avait pas obéi, on prenait tous les habitants, on les mettait en terre, on les recouvrait de terre. Un fou furieux. Alors, pas si sûr. Parce qu'on s'est dit que, comme il prenait des mesures assez rationnelles quand même dans l'entre-deux, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas du ressort de la folie. Alors on a cherché, hein, donc les initiés, les ésotéristes, dire qu'il a été victime d'un phénomène de possession. Donc en gros, il aura été possédé par des forces diaboliques et est devenu abominable, hein, jusqu'à sa mort, hein, donc au sens propre une terreur. Hein. Alors c'est ce fameux homme de l'ombre, homme de la coulisse, initié à la magie mongole, qui aurait appris des techniques tibétaines et mongoles, mais alors ça aurait dérapé, ça aurait été pas adapté, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Hein. Toujours est-il que le tsar, pendant des années, n'a fait que des exactions. Personne n'osait l'attaquer, le tuer, mais tout le monde attendait avec impatience sa mort, bien entendu, hein, etc., etc. Alors d'où ça viendrait? Ça viendrait des Mongols. Les fameux Mongols, vous savez, très très célèbres, Gengis Khan et tous ses descendants qui ont ravagé tout le Moyen-Orient et toute la Russie, puisqu'ils ont pris Bagdad, rasé Bagdad, tué tous les habitants. Rasé Kiev, tué tous les habitants. Arrivé jusqu'à Moscou, et puis, pour les princes de Moscou, devenaient les vassaux des Mongols, quoi. Alors, les Mongols, leur origine, c'est le désert de Gobi. Alors, vous voyez ce que ça donne. Parce qu'on considère le désert de Gobi comme un repère de la plus haute magie noire qui peut exister sur la Terre. Alors, à l'époque, où les Mongols ont eu leur origine de leur peuple, c'était peut-être pas tout à fait le désert de Gobi d'aujourd'hui. C'était peut-être un petit peu plus verdoyant. Et toujours est-il que leur origine, c'est cette région-là. Et alors, ils sont bien sûr avec des chamans aussi, forcément, dans cette région-là, pas loin du plateau tibétain, vous avez remarqué, pas loin du nord de la Chine. Et donc, ils sont très influencés par le chamanisme, et il y en a deux. C'est-à-dire un chamanisme blanc et un chamanisme noir. Bon, comme le bien et le mal dans toutes les traditions, chez nous, magie blanche, magie noire. Les chamans blancs invoquent les esprits, font de la guérison, veulent apprendre quelque chose et font du bien à la population. Hein. Je rappelle aussi que dans la vocation chamanique, si on a des dons, on est obligé de les utiliser. C'est-à-dire on a des dons de guérison. Le chaman dit, moi je veux être cordonnier, je n'ai pas besoin d'être chaman, je ne vais pas le faire. En gros, Dieu retirait le pouvoir. C'est-à-dire on ne peut pas refuser sa mission. Bon, donc eux, ils sont bons, ils ont une mission de Dieu, ils sont là pour brancher monde visible, invisible, soulager la communauté de tous ces maux, voir un peu un tel, telle maladie, parce que dans son aura, tel ou tel truc, hein, etc. Et donc, il y a le chamanisme qu'on connaît, même aujourd'hui, c'est celui-là. Hein.
appeler les esprits avec son tambour en frappant, on appelle les bons esprits, hein, qui vont soulager. Et puis vous avez les chamans noirs, qui eux font de la magie noire. Alors, est-ce que ce personnage un peu louche, qui est rentré dans l'entourage d'Ivan le Terrible, poursuivant, on ne sait pas trop quel but, lui a fait faire des pratiques qui vont complètement déboussoler le mental, c'est fort possible aussi. Hein. Bon, toujours est-il qu'il est resté dans l'histoire comme le tsar le plus cruel qui puisse jamais s'imaginer. Les autres n'étaient pas commodes, hein. Vous envoyiez en Sibérie pour un an, ils étaient exécutés pour un an, c'était des durs de durs. Hein. Par exemple, Pierre le Grand, quand il a fait fonder Saint-Pétersbourg, eh bien, c'était un endroit désert à une certaine époque, c'était plein de marécages, c'était plein de ceci. On a amené des ouvriers dans des conditions très dures de travail pour bâtir complètement une ville nouvelle. Quand il est arrivé inspecter les lieux, il y avait des pyramides de cadavres sur les côtés des routes. Alors le chef de chantier lui dit, bah, c'est tous les ouvriers qui sont décédés de l'épuisement aux travaux. Et il a répondu, qu'est-ce que j'ai à faire de cette bande de crapauds? Alors, ça donne... Alors c'est Pierre le Grand, l'un des tsars les meilleurs. Alors, les autres, bon, vous voyez. Alors, on en est là en Russie. Alors, vous voyez que c'est pas commode comme pays. Hein. C'est pas un pays comme chez nous. Donc, alors, vous allez dire, oui, mais ça, Ivan le Terrible, c'est fini. Hein. Mais Staline, d'un point de vue goulag, d'un point de vue torture, d'un point de vue exécution, a fait bien pire. Et figurez-vous qu'il lisait les chroniques du temps d'Ivan le Terrible. Et en gros, ces méthodes de répression, Staline les a lues dans le récit de la vie d'Ivan le Terrible, y compris les méthodes de torture, qui lui plaisaient énormément, qu'il a fait appliquer. Bon, par exemple, de torturer toute une famille pour faire parler le chef de famille qui, lui, était coupable ou pas, enfin, qu'on avait arrêté. Si c'était un dur de dur qui résistait, torturer sa femme, les enfants, avec un âge de 12 ans. C'est-à-dire, sous Staline, si vous étiez pris, même d'une famille entière, d'un coupable, par exemple, réputé anticommuniste, à partir de 12 ans, vous étiez coffré, cuisiné, etc. Et Ivan le Terrible aussi. Il n'y avait pas d'âge pour lui. On était de la famille des anti-Ivan, machin. Toute la famille passait. Alors, ça mettait une terreur dans le pays. Alors, on parlera un peu de Staline après, mais bien sûr, les gens ont eu le mental complètement chamboulé par l'inquiétude de passer sous le joug du pouvoir tous les jours. Alors, haute innovation du fameux Ivan le Terrible, c'est que bien sûr, vu la situation où il avait peur qu'il y ait une révolte, de perdre le pouvoir, d'être lynché, de je sais pas quoi, il avait développé des services secrets, mais alors vraiment à un niveau absolument extraordinaire. Et la tradition du secret, des officines secrètes, la puissance des services secrets, eh bien, ça vient d'Ivan le Terrible. La fameuse police secrète qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc vraiment, quelque chose qui a inspiré à tous les régimes suivants, tous les tsars, tous les communistes, etc. Hein, donc voilà, avec alors une bureaucratie absolument inimaginable parce qu'il fallait tout surveiller. Il y avait les délations, on vérifiait s'ils étaient bonnes ou pas, etc., etc. Le système quasiment totalitaire avant que ce genre de système n'existe. Bon, voilà, vous voyez. Alors après, bien justement, il s'est passé un truc absolument extraordinaire. Il s'en passe beaucoup d'extraordinaires en Russie, hein, vous voyez. Hein. Quand Ivan le Terrible est mort, il avait déjà tué son propre fils. Hein. Son propre fils qu'il contestait, il lui avait donné un coup de sceptre, le type était descendu, c'était l'héritier du trône. Bon. Alors, après, donc, heureusement, elle a un autre fils. Elle s'appelle Dimitri, mais il n'a pas régné. Enfin, pas au début. Parce qu'il y a un individu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Boris Godunov. Boris Godunov était un grand prince de l'époque. Lui, il a trouvé une astuce pour ne pas être embêté par le tsar. Toujours Ivan le Terrible en question. Il avait épousé sa fille. Alors, en épousant la fille d'Ivan le Terrible, elle pensait bien que sa femme allait faire quelque chose pour que lui, il ne se retrouve pas en prison, vite fait. Et donc, il a pu, comme il n'était pas inquiété, lui, contrairement aux autres princes, et qui ne risquait pas d'être dénoncé, parce que bon, il était de la famille un peu indirectement, a pu mijoter un complot pour prendre la place du tsar à sa mort. Et résultat, on se retrouve avec Boris Godunov au pouvoir,
Sauf que bien sûr, tous les princes ont relevé la tête. C'était pas le vrai tsar, il n'était pas légitime. Il y avait un tsar légitime, fils du vent terrible, Dimitri, lui qui était encore vivant. Il devait être sur le trône, mais il n'y était pas. Donc, tout un tas de choses extraordinaires. Que fait Boris Godunov? Il fait assassiner ce Dimitri. Bon, comme ça, il pouvait régner au pouvoir, créer une nouvelle dynastie, patati patata, et soudain, qu'est-ce que ce Boris Godunov apprend? Qu'une armée de Lituaniens et de Polonais attaque la Russie, commandée par Dimitri. Flottement, bien sûr, dans l'esprit du tsar à la cour, etc. Enfin, Dimitri, mais il est mort. Non, il conduit les troupes. Polonais et Lituaniens voulaient rétablir le vrai tsar sur le trône. Et puis finalement, ça s'est mal passé. Ce Dimitri a été pris dans une bataille. Les Polonais et les Lituaniens ont perdu. Ce Dimitri a été brûlé. Son corps, ses cendres ont été mis dans un canon. La peau dans le canon. Et que croyez-vous qu'il s'est passé après? Eh bien, il y a eu un troisième Dimitri, conduisant une insurrection contre le tsar. Alors, on s'est posé des questions. Ça, c'est dans les chroniques. C'est vrai qu'il y a eu 3 Dimitri. On dit l'histoire des 3 Dimitri. Alors, est-ce que c'est le même? Bon, c'est un petit peu surprenant comme histoire. Dans l'histoire officielle, on dit que pour renverser ce fameux Boris Godunov, on a pris quelqu'un qui lui ressemblait, qui avait son esprit, on a persuadé la population que c'était le tsar, que c'était Dimitri le vrai. En fait, dans l'enquête, on s'est aperçu que c'était un moine qui jouait son rôle. D'où le fait qu'il soit tué. Et puis le troisième, bien entendu, faisait exactement la même chose une troisième fois. En ésotérisme, la tradition dit quelque chose de différent. Le type s'est vraiment ressuscité. Alors, au moins les 2 premières fois. La première fois, il meurt, il ressuscite, il revient. Bon, un peu comme à Jésus-Christ. La troisième fois, c'est plus difficile. C'est plus du trucage la troisième fois, parce que là, le corps a été réduit en cendres, mais avec la fameuse magie, comment dire, des chamans, etc. Est-ce qu'on peut, quand on est mort, comme Lazare, comme le Christ, etc., faire la résurrection? Alors, dans l'Église orthodoxe, on croit dur comme fer à la résurrection possible. Donc, bon, alors, ça peut être une légende, mais le bruit a couru très longtemps que c'était des vrais Dimitri. Alors, on en est là en Russie. Après, ce Boris Godunov a été liquidé du pouvoir. Il y a eu une guerre civile. Et c'est le fameux Michel Romanov qui s'est installé au pouvoir et qui a créé la fameuse dynastie des Romanov jusqu'à Nicolas II. Voilà, alors c'était 1613, les années suivantes, après la période des troupes des faux Dimitri, en gros. Alors, il y a toute une série de tsars, bien entendu, du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors, il y en a des relativement intéressants. Le fameux Alexandre Ier, qui a vaincu Napoléon, dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il aimait bien tout ce qui était médium, magie, choses comme ça. Et un jour, quelqu'un de la cour, parce qu'il y a toujours des passionnés de ce genre de choses dans une cour, lui ont recommandé la baronne Krudener. Alors la baronne Krudener, c'était une voyante et une médium de cette époque-là. Et quand le tsar l'a connue, ils ont fraternisé tout de suite, ils sont plus séparés pendant un bon bout de temps. Au point où quand le tsar allait en voyage dans d'autres pays, il a emmené, non pas l'impératrice avec lui, mais la fameuse baronne Krudener. Alors quand il y a eu le congrès de Vienne, c'était en 1815 pour régler l'Europe, les affaires de l'Europe après la chute de Napoléon, eh bien, il y avait, avec le tsar, cette fameuse baronne, et on se demandait, dans toutes les cours, si c'est pas la baronne qui commandait, qui lui disait ce qu'il fallait faire sur la paix, la guerre, les décisions à prendre en fonction de tout un tas de choses de mystiques, de divination ou autre. Bon, à un moment, ils se sont brouillés, on ne sait pas pour quelle raison. Le tsar l'a renvoyé. Bon, il a pris d'autres médiums, d'autres personnes, mais c'est pour dire que je ne connais pas trop tous les détails, mais c'est que les tsars ont toujours fréquenté ce genre de relation. Alors, dès qu'on disait le pop machin, il est extraordinaire, il faut voir les visions qu'il a. Bon, on venait à la cour. Et puis, le chaman machin, le mystique truc, l'ascète, vous comprenez, il a des pouvoirs. Alors, on voulait toujours savoir un petit peu quoi il caisse. Bon, au début, peut-être de la curiosité. Après, si c'est un fond de valeur, ça peut servir de pouvoir.
on ne sait jamais, on s'attachait à la cour des sortes de devins. Alors, vous voyez, je ne sais pas, nous, chez nous, bon, on a eu des exemples, hein, Mitterrand avec Elisabeth Tessier, mais enfin, ça fait pas trop sérieux par rapport aux cours royales. À une certaine époque, dans les cours royales européennes, c'était traditionnel d'avoir ce genre de personnage dans l'entourage. Hein, donc à la cour d'Autriche, il existait l'impératrice Zita avec tout un tas de médiums dans ses connaissances. Il passait des phénomènes supranormaux à la cour à Vienne, etc. etc. Hein. Donc nous, on a eu nos mages et nos Cagliostro et tout ce qui s'ensuit à la cour de France. Hein. Sous Louis XV, il y a le fameux Cagliostro qui d'ailleurs est allé en Russie, était bien vu à la cour des princes en Russie. Le fameux Casanova est allé en Russie. Entre autres de Venise et d'autres endroits. Enfin, en gros, toutes les célébrités de ce milieu-là, à un moment, se retrouveraient dans les cours européennes et se retrouvaient en Russie. Bon, ce qui était intéressant quand même à ce moment-là. Hein. Alors, bon, les autres tsars ont vu, ils sont moins célèbres les autres dans leur entourage. Et quelquefois, on a des choses assez surprenantes aussi. Alors, il faut savoir que dans l'Église orthodoxe, il y a le corps officiel de l'Église orthodoxe, puis il y a des sectes. Un peu comme chez nous, il y a des sectes divergentes du catholicisme. Et alors là-bas, vous avez donc des Dokubors. Des Dokubors, c'est une secte orthodoxe, mais très, très extrême, où les adeptes vivent nus. Ils ont décidé de retrouver l'état édénique et vivent nus. Et leur chef s'est proclamé Christ. Qu'il était le Christ. C'était lui. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui se prend pour le Christ. Mais à l'époque, ça existait. Eh bien, figurez-vous que le tsar le reçoit. Pour voir ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il a dans la tête, etc. etc. Hein, et il y a un autre groupe, alors ça a duré très longtemps, hein, parce qu'à la fin, dans cette secte-là, le Christ en chef déclarait le Christ héréditaire. Donc son fils et ses descendants étaient Christ aussi, parce que issus de lui, alors que bon, les Christ par hérédité, on n'avait jamais vu ça, mais ils se prétendaient vraiment Christ et la population le croyait. Parce que peut-être il y avait la sainteté dans son physique, dans ses façons de parler, de faire, etc. Et l'autre secte, elle est plus célèbre, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Kistis. Elle est célèbre parce que Rasputin aurait adhéré à un moment à cette secte-là. Kistis, ça veut dire les flagellants. C'est-à-dire, c'est des adeptes qui se flagellaient. Ils avaient une sorte de knout, là, russe, et se flagellaient le dos, les épaules. Ils étaient ruisselants de sang. Il paraît que c'est des coutumes d'Asie centrale, qu'on faisait à l'ancien temps. En gros, ça permettrait de se mettre en état de transe. Ben oui, c'est-à-dire la réaction physique du corps, les coups, la douleur, puis tourner sur eux-mêmes tout en se frappant. Un moment, le mental de branche. Donc, on se met sur un plan supérieur, et là, on a des états d'extase, de pamoison, de tout ce qui s'ensuit. Hein. De vision, donc, pareil. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette secte a eu un immense succès. Il y avait des milliers d'adeptes. Et même quelquefois des personnes assez haut placées parmi les négociants, les marchands, les fonctionnaires, qui étaient panique à la cour. Et là, pareil, le tsar dit au chef, venez discuter. On discute. Alors, quelquefois, ils sont internés. Hein. À l'issue d'entrevue, ils sont internés. Alors, à un moment, il y a eu un clivage dans ce groupe. Et il y a eu un groupe beaucoup plus extrémiste qui, eux, avaient trouvé comme solution extraordinaire pour trouver un état d'extase, et c'était la castration. En gros, il fallait se castrer. Et privé de tendance, bien sûr, physique, l'esprit, monté dans les chakras, comme on dit, avait plus de problème d'ascétisme, parce que tout était réglé. Le tsar en a entendu parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, amenez-moi cet individu qui dirige ce mouvement. Et qu'est-ce qu'a fait l'individu quand il est arrivé à la cour? Il a proposé au tsar de rentrer dans la secte. Le tsar lui a dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Majesté, vous castrez. Bon, le tsar a refusé. Hein. Pas le droit. Non, interné à la sortie. Donc le gars se fait interner à la sortie. Puis après, ça change de tsar. Eh ben, le nouveau tsar qui va faire un beau geste de libéralité à son entrée en fonction, le libère. Et puis le gars continue son mouvement. Pas de ci, pas de ça. Bon, on en est là. Alors, vous voyez. Hein, donc c'est une histoire, vous voyez, assez complexe, assez extraordinaire. Hein.
Alors, il n'y a pas que la cour de Russie où il y a eu des personnages un peu troubles et beaucoup de médiums ou choses comme ça. C'est un peu partout. Hein. Bon, parce qu'il faut s'entourer de... Déjà avoir sous la main le pouvoir occulte, un peu maîtriser les choses. Et puis, s'il y a vraiment quelque chose de très important, il faut quand même que ça soit de notre côté plutôt que contre. Hein, bien entendu. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, avec tous les tsars qui, à la fin du 19e siècle, ont eu beaucoup de problèmes, parce que là, il y a eu la vague terroriste. Terroriste, c'est pas les musulmans d'aujourd'hui qui l'ont inventé, c'est les nihilistes russes. Parce que non seulement d'un côté, vous avez un autoritarisme terrible, hein, un pouvoir absolu, mais de l'autre côté, vous avez l'autre tendance extrême, le nihilisme. Donc l'attentat, l'anarchie, bon, etc., etc. Et des gens là qui vivaient à l'état naturel, bon, totalement en dehors de toute convention sociale, etc. Donc il y a un fort courant anarchiste russe, pas toujours négatif. Hein, quand vous avez Bakounine, c'est un gars qui lui a pensé l'anarchie. Ah, c'est pas forcément tout le monde. Hein. Et jamais obéir à l'État, c'est de faire des lois sociales plus justes et que c'est les humains qui s'organisent à la base, donc ils n'ont pas besoin de pouvoir central. En gros, c'est le réseau des hommes qui coopèrent par village, par communauté, par ville, par quartier. Aujourd'hui, on dirait par Internet, qui crée un réseau. Et donc, il n'a pas besoin d'un pouvoir central. Alors, quand vous êtes le tsar au pouvoir central, bah, là, c'est l'ennemi des ennemis. Hein. Donc, chez nous, nos anarchistes, prenez exemple hein, sur Bakounine et Kropotkin, qui sont les deux grands anarchistes russes, parmi plein d'autres. Hein. Et puis, la vague socialiste. C'est-à-dire le socialisme qui était lancé chez nous, hein, du 19e siècle, avec Proudhon, par l'allemand Karl Marx, et bien c'est en Russie qu'il a pris pour faire la révolution russe. Hein. Donc on a un mélange de socialisme, d'anarchisme et d'autoritarisme brutal. Eh bien, le pays est la synthèse de ça. Alors voilà, on en est là. Donc on va arriver, parce qu'il faut bien conclure quand même un petit peu. Oh Dieu. Je suis un peu plus long que j'avais prévu, mais bon, quand même parler de Nicolas II. Alors, Nicolas II, comme c'est le dernier tsar, hein, forcément. Alors, là, on est dans l'histoire la plus extraordinaire de Russie. Parce que Nicolas II, eh bien, lui, il n'aimait pas le pouvoir, rien à voir avec un Ivan le Terrible, sauf, bien sûr, très autocrate, très c'est moi qui commande, je suis le tsar, etc. Mais conseillé par les purs et durs de son entourage, mais en gros, pas apte à gouverner. Beaucoup trop hésitant, beaucoup trop fragile, un peu, si on compare à Louis XVI. Chez nous, Louis XVI, bon, par rapport à Louis XIV, un béné. Hein. J'aime la serrurerie, j'aime la chasse et le pouvoir. Alors, quand il y a eu la Révolution, bien sûr, complètement dépassée, bah, Nicolas II aussi. Bon, alors, en gros, voyez bien le destin. Quand le destin décide de liquider un système politique et une dynastie, les derniers descendants ont toujours des problèmes. Soit de santé, soit de descendance. Soudain, il n'y a plus l'héritier mâle, ça s'éteint. Soudain, tout le monde est frappé d'une maladie mystérieuse, c'est liquidé. Le prétendant au trône est assassiné, ça s'arrête. Vraiment, ça vient des cieux. Hein. C'est trop systématique. Donc, on pourrait comparer la fin des Bourbons, Louis XVI et la Révolution française, et fin des Romanov et Révolution russe. Hein. Il y a d'ailleurs des liens très étroits. Hein. Bon, Louis XVI qui est considéré comme bon enfant, mais il a une mégère comme femme, l'Autrichienne, Marie-Antoinette, qui n'achète que des robes, qui fait des banquets à Versailles, elle ruine le peuple, etc. Mais on disait pareil avec Russe. Ce brave Nicolas II, puis alors ça, Alexandre de Hesse, la princesse germanique, etc., complètement détestée. C'est calmant. Alors, cette fameuse Alexandra de Hesse qui devient l'épouse de Nicolas II, donc la Hesse, c'est une province allemande. Et donc, alors là, c'était exceptionnel parce que c'est un coup de foudre. Vous savez que dans les cours royales, on arrange les mariages. On dit, ben, tel prince, tu vas épouser telle duchesse de tel truc, parce qu'on va s'allier avec la Toscane, on va s'allier avec le Portugal, on va épouser une princesse anglaise, on va s'allier avec l'Angleterre, c'est tout des trucs comme ça. Hein. Nous, le roi, on épousait une duchesse de Lorraine, une duchesse... Louis XIV a épousé une espagnole, c'est pour des raisons diplomatiques. Et alors là, au cours d'un mariage princier, Nicolas et Alex, parce qu'elle s'appelle Alix au début, Alexandra, c'est le nom russe, s'aiment vraiment. Pas question de se séparer, quel que soit ce que disent les parents,
Et alors la mère du tsar, mais c'est pas possible. On t'a déjà prévu comme épouse Louise d'Orléans, mais c'est la famille des Orléans en France. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette province de S? Alors lui, je suis amoureuse, ma passion, etc., etc. Et puis le mariage a lieu quand même. Donc on a affaire à un mariage d'amour pour le dernier couple princier. Et alors cette pauvre Alexandra, elle a tous les malheurs du monde. Ah oui, le jour où elle arrive, on enterre le père du tsar. Avec le tsar, elle suit le cercueil. Très très mauvais présage, bien entendu pour le peuple, où quand on arrive le jour d'un enterrement, il va y avoir d'autres enterrements. Bon, le jour de l'intronisation du tsar, il a invité 300 000 personnes à fêter l'intronisation du tsar. Donc on a prévu plein de nourriture, plein de boissons pour le peuple. Il y a une rumeur qui court dans la foule, il faut le faire. Hein. Il ne va pas avoir de bière pour tout le monde. Les gens se précipitent vers le buffet pour avoir de la bière. Tout le monde se piétine. 1389 morts. 1000 ou 2000 blessés. Une hécatombe absolument phénoménale. Et comme on n'a pas le temps d'enlever tous les cadavres avant que le tsar qui arrive dans son carrosse voit ça, on met les cadavres sous l'estrade où il va parler. Le tsar ne le sait pas. On lui dit, il y a eu un mouvement de foule, il y a quelques morts. Lui, il parle sur la pyramide de cadavres. Mais le peuple le sait. C'était dans la foule. Et donc, ils ont cru qu'ils le savaient. Et ils ont dit qu'il était insensible aux morts de la cérémonie, complètement dénigré, complètement anéanti. Tout ce qui s'ensuit. C'est hallucinant, quoi. Il est arrivé la même chose à Louis XVI. Hein. Quand il y a eu son mariage, ou son intronisation, il y a une tribune avec la foule qui s'effondrait. Il y a eu des centaines de morts aussi. Très mauvais présage que c'est pas ça. Vous voulez d'autres mauvais présages? Tant qu'à faire, le tsar a fait tomber son sceptre lors de la cérémonie. C'est pas indiqué qu'on va être empereur. C'est considéré. Il n'a pas fait attention, il était peut-être en train de rêver, je sais pas quoi. Oui. Quand c'est une telle succession de choses, ça peut pas être du hasard. Une fois, on dit, c'est pas de chance. Hein. Il y en a un qui est tombé de l'estrade, c'est pas de chance, le tsar a buté dans un escalier. Mais quand c'est tout le temps, pendant des années, on se dit, il trouve un truc, quoi. Donc, Louis XVI, il est arrivé la même chose. Je sais pas si vous savez que lui, il a fait tomber sa couronne qui a roulé à terre. Il a un serviteur qui l'a ramassé. Hein. On m'a dit, mais ça, si vous perdez votre couronne, enfin, même le couronnement, c'est fichu. Et là, tu perdais son sceptre, alors qu'Yvan le Terrible lui cognait son fils à coups de sceptre. Donc, c'est complètement différent. Alors, cette brave Alexandre de S avait voulu faire quelque chose d'extraordinaire, épouser la mentalité russe et la civilisation russe. Alors, elle se passionnait pour l'église orthodoxe, elle s'est convertie à l'orthodoxie, alors qu'elle était allemande, chrétienne de chez nous, protestante, je crois, catholique. Catholique, il y en a qui savent. Je crois qu'elle était catholique. Parce qu'on est en Allemagne, alors c'est la S et Sud. Enfin, c'est converti à l'orthodoxie pour dire au peuple russe, vous voyez, je suis des vôtres, hein, je vais mettre, moi, adorer les icônes et tout ce qui s'ensuit. Alors, sauf que cette brave Alexandra, qui prend le nom en plus russe, Alexandra, au lieu d'Alix, est très, très réservée. C'est une dame qui n'aime pas le public. Ben oui, elle n'aime pas apparaître, alors dès qu'elle doit apparaître au milieu de la cour, elle ne sait plus où se mettre, comme on dit, elle a du mal à parler, elle évite toutes les cérémonies, elle a même fini à la fin par ne plus jamais aller à aucun bal, par peur de l'émotion et tout ce qui s'ensuit. Alors le peuple, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est que celle-là? Ben, c'est incroyable, quelqu'un comme ça à la cour. Bon, ben alors c'est une Allemande, un patati patata. Alors, c'est après que ça se corse, parce que jusque-là, c'est pas encore trop grave. Hein. C'est le prince héritier. Alors, au début, on se dit, est-ce que cette brave Alexandra va quand même donner des héritiers au trône? 4 héritiers au trône, mais ce sont des héritières, 4 filles. Alors, on commence à le dire dans le pays, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui, certes, peut avoir des enfants, mais que des filles? Alors, il faut un garçon, hein, un héritier mâle, comme nous en France. Hein. Encore une coïncidence, Louis XVI a eu des filles. En attendant le petit dernier garçon. Et curieusement, le petit garçon en France, celui qui devait être Louis XVII, était très malingre, très malade, toujours avec des soins. Bon, quelqu'un qui ne peut vraiment faire le roi convenablement. Et alors là, soudain, alors c'est là que les mages interviennent. Parce que Alexandre croit qu'il y a
quelque chose de très embêtant, sans doute une malédiction, puisqu'elle met que des filles au monde et pas d'héritiers mâles. Alors elle va voir tout le médium, elle fait toutes les prières à Saint-Machin qui permet de devenir enceinte pour les femmes. On dit allez toucher telle pierre, toutes celles qui le font, elles sont enceintes dans les mois qui viennent, etc. Elle demande des prières de tout le clergé, et ils font, et puis rien. Alors, recours à plus haut. Hein. Les voyants, on dit, est-ce que vous voyez qu'un jour j'ai un héritier? Alors c'est plus ou moins hésitant, mais il y en a qui disent, oui, j'aurai un héritier. Et puis, elle entend parler à la cour de mages français. Donc le mage français très célèbre à l'époque s'appelle Papus, c'est Gérard Rancos. Papus, c'est une célébrité dans toute l'Europe, il va dans les cours et puis il fait tout un tas de choses là, mystiques. Je crois qu'il est allé à la cour là-bas, et il a comme élève celui qui deviendra Philippe de Lyon, qui est un grand guérisseur, un mage, certains disent même un supérieur inconnu, les ordres initiatiques les plus hauts, patati patata. Et alors, des princesses qu'on appelle les monténégrines. Les monténégrines sont des princesses de la cour qui ont posé un prince russe et qui sont originaires du Monténégro. On les appelle les monténégrines. Particularité, elles raffolent du spiritisme, des sciences occultes et tout un tas de choses comme ça. Dès qu'elles entendent parler d'un mage assez potable, elles en parlent à l'impératrice. Et là, ils disent, vous savez, Papus en France, et Philippe, maître Philippe, il l'appelle maître Philippe. Et un jour, le tsar fait un voyage en France et à Compiègne rencontre Philippe. Alors, il est invité à aller en Russie. Alors, l'impératrice le reçoit, discute avec lui et je lui demande est-ce que je vais avoir un enfant mâle, bien entendu. Et le gars lui certifie que oui. Bon, alors, la police russe enquête. Et on conclut que ce Philippe de Lyon est un charlatan, un escroc, qui raconte que des tarabistouilles, que ses prières c'est du vent, ça vient des services secrets. Hein. Très très fort quand même, hein. C'est l'Okrana, c'est le service secret du tsar, c'est les héritiers, la police secrète des vents terribles. Mais le tsar le trouve très bien. Et Alexandra, qui compte la dernière chance sur lui avec ses prières pour avoir quelque chose, il est donc invité à la cour, détesté par la population. Hein. Population, un mage qui vient de France, c'est pas possible, on en a plein chez nous, on a les starets, on a tous les saints de l'Église orthodoxe, etc. C'est pas possible, et à la cour, complètement détesté. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui vient là? Parce que d'habitude, c'est des mystiques, mais russes. Alors on appelle l'étranger. Alors, on a cru à la cour et dans la population que c'était une manigance des mouvements politiques pour couler le tsar en mettant un mage dans son entourage pour l'influencer, mais négativement. Mais le couple impérial l'aimait beaucoup, voulait à tout prix le conserver, mais lui, retour en France, puis alors impopulaire là-bas. Et donc, le tsar, c'est une fois, ça c'est rigolo, le tsar s'est inquiété qu'il n'était pas médecin dans son pays, parce qu'on dit le grand guérisseur Philippe de Lyon, thaumaturge, etc. Mais comment ça se fait qu'il n'est pas officiellement médecin? On dit oui, mais c'est pas une médecine légale, l'ordre des médecins, machin. Le tsar lui a donné un diplôme de médecin de Russie. De l'armée en plus. Médecin dans l'armée impériale, le gars avait à la fois un grade militaire et un titre de médecin. Bon. Alors forcément, à la cour en France, le fameux ministre à l'époque des Affaires étrangères, dès que cassé, était complètement effaré par ce genre de choses. Il en prend compte, hein, bien entendu. Et alors, eh bien, cet enfant qui avait été promis par tout un tas de médiums russes et par Philippe de Lyon, va arriver. Donc c'est le fameux petit Alexis, qui malheureusement va être hémophile. Donc là, l'enfant mâle né, alors le peuple ne sait pas du tout qu'il est hémophile. Seuls les intimes du tsar le savent. Hein. Alors, gros problème, dès que l'enfant se blesse, il y a un genou qui prend 10 fois le volume, c'est tout bleu, etc. Bon, il faut le faire soigner. Les médecins sont quelque peu incompétents. Heureusement, ça guérit. Bon, ils s'en tirent plus ou moins à chaque fois, mais de plus en plus difficilement. Bon, alors on est très embêtés. Alors, cette maladie-là qui s'appelle l'hémophilie est quand même très très particulière. Hein, parce que, je ne sais pas si vous savez quelque chose sur cette maladie. Bon, vous savez que le sang est beaucoup trop liquide, donc on a une blessure, vous avez une hémorragie externe, quelquefois externe, surtout interne. Hein,
interne. Alors, quelquefois, il y a eu seulement de nez, etc. Alors, c'est transmis par les femmes. C'est-à-dire, les femmes transmettent, mais il n'y a que les hommes qui l'attrapent. C'est-à-dire, la femme est porteuse de l'hémophilie, mais il l'a pas. Mais l'héritier mâle l'a. Ah, c'est une maladie très spéciale. Or, c'est une spécialité de la province de Hesse, où Alexandra est originaire. Là-bas, la famille princière de cet État, contaminée totalement par l'hémophilie. Elle a déjà eu un frère complètement liquidé par la maladie. Tout un tas de gens de la famille ont cette maladie. Et donc, la peste, l'hémoglobine, si l'on peut dire, vient d'Alexandra et de la Hesse. Bon, heureusement que le peuple n'a pas su. Hein. Bon. Mais, au fur et à mesure des années, alors ce fameux Philippe le Lion, mage, thaumaturge, etc., eh bien, décède en 1905. Mais là, en 1905, on n'est pas encore à la Révolution russe, on n'est pas encore à ceci. Et l'hémorragie, malheureusement, de ce petit garçon, eh bien, se poursuit. Et alors là, les fameuses monténégrines, toujours à l'affût du grand mage pour sauver la Russie qui peut passer, entendent parler de Raspoutine. Ah, voilà. Donc c'est comme ça qu'on va retrouver notre fameux mage ou starets, on dit un starets, c'est-à-dire un saint homme, un fol en Christ, ça s'appelle comme ça. Dans le mystique russe, on appelle ça un starets. En gros, c'est à la fois maître spirituel, voyant, etc., etc. Hein, les pouvoirs. Et alors, quand on entend parler de ça, bon, on l'invite à la cour, hein, pareil comme les autres. Et alors, dès que le petit tsarevitch a un problème, alors on appelle Raspoutine, imposition des mains, etc. Il guérit quasiment chaque fois. Donc, il devient indispensable. Puisque s'il y a besoin de secours, on va appeler le mage qui finit par avoir ses entrées à la cour, sauf que tout le monde le sait. Donc, il est détesté totalement, lui aussi. Pourtant, lui, bien russe, plus russe que russe. Puisque, justement, de Sibérie centrale. De la région de Tobolsk, là, il est en plein dans le truc de chaman. Alors, il sera à la fois chaman, de religion orthodoxe et voyant, tout un tas de choses, dénominativement starets. Hein. D'accord. Donc, il est à Saint-Pétersbourg. On croit que, bien sûr, il est l'amant de X princesse, de Y, et même d'Alexandra, et de la confidente d'Alexandra, qui s'appelle Ania Virobovna. Sauf quand on a fait l'expertise médicale, la fameuse Anna Virobovna, maîtresse de Raspoutine, elle était vierge. L'expertise médicale a trouvé qu'elle était vierge, donc c'était des bobards. Du coup, la tsarine a toujours dit, mais on raconte que des calamités sur notre sauveur, il faut châtier un tel des services secrets, un tel du pouvoir. Et alors, on ne compte pas possible. Elle a encore été plus détestée. Bon, etc., etc. Alors, vous voyez où on en est. Toujours est-il que de fil en aiguille, que ce personnage qui était censé faire et défaire les ministres, devenu le confident intime du coup impérial, eh ben, était éliminé. Alors, il va être assassiné, comme vous savez. Hein. Alors, le contexte de cette époque-là, c'est la Première Guerre mondiale. La Russie tenait avec nous, France, Angleterre, Russie tenait contre l'Allemagne, Autriche, Turquie. Hein, au moins les 6 puissances qui étaient en conflit au début, après tous les autres s'y ont mis, hein, parce que la guerre est devenue mondiale. Problème en Russie, c'est qu'il y avait 2 partis. Parti, il ne faut surtout pas de la guerre, ça va être néfaste pour la Russie, en plus notre armée n'est pas prête, ça reste incompétent, machin, patati, patata. Et puis les autres, oui, on a une alliance, etc. C'est la guerre, les Allemands vont nous tomber dessus, on sait les barbares que ce sont, ça se divise en 2. Et le fameux Raspoutine, lui, est pour la paix. Donc il conseille le tsar de ne pas déclarer la guerre. À un moment, il est sollicité par nous, parce qu'on approche de juillet ou 14, il faut absolument le faire. Donc, le tsar, visiblement influencé par son entourage, lui obéit pas et déclare la guerre. Alors Raspoutine est un peu fâché, mais il revient et puis il lui dit la Russie va entrer dans le chaos à cause de cette guerre. Et si je meurs, tu perdras ta couronne. Alors ça, il n'est pas question, on va le surprotéger, enfin, machin. Sauf que les princes ont décidé de l'éliminer parce qu'ils l'ont considéré comme un agent de la France et de l'Angleterre. Bon, quand
quand je dis un agent de la France et de l'Angleterre. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui se serait opposé à la guerre. Et eux, nos services secrets, nous, français et anglais, voulaient à tout prix continuer. En gros, nous, on n'était pas à la guerre, on ne voulait pas que la Russie fasse une paix séparée. Et quand on a appris que son Raspoutine, lui, conseillait au tsar, soit de ne pas faire la guerre, mais quand ça a été lancé, de trouver une excuse pour l'arrêter, sinon ça serait la destruction de la Russie. Ah, c'est dit, là, il y avait eu un clivage. Alors, au niveau des services secrets internationaux, je vous passe le micmac que ça peut être. Il y aura eu un complot, mais de plusieurs parties, pas du fameux prince Yusupov, qui est vraiment le comploteur type, pour l'éliminer. Donc, dans les comploteurs, il y a un grand prince, archiduc, machin chose, Dimitri. Il y a le prince Yusupov, c'est lui le plus connu. C'est lui qui est censé être responsable de l'affaire. Un député qui s'appelle Porichevitch, etc. Ils font un complot à 3, 4, 5. Et alors là, vous connaissez tous l'histoire. Pour éliminer Raspoutine, il faut le faire tomber dans un guet-apens. Donc, on va prendre une belle madame, parce qu'il aime beaucoup les belles madames. Elle est très portée sur les dames, puisqu'avant ce fameux pèlerinage au Mont Athos, il y avait une vie quelque peu débauchée, puis après, elle a continué un petit peu, pareil, grâce à ses pouvoirs et hypnotiser un petit peu les foules, et donc décider de l'inviter. Alors une madame qui s'appelle Madame Golovine décide d'inviter Raspoutine pour discuter, avoir une séance de ceci, de cela, puis eux, ils sont cachés dans les autres pièces et ont décidé de le tuer. Alors dans l'histoire, on raconte qu'on aurait fait manger des biscuits empoisonnés au tsar, qu'on l'aurait saoulé avec du porto pour qu'il perde un peu de sa vigueur, il soit un petit peu groggy, puis après le frapper, etc. Après, l'enquête aurait prouvé qu'il n'y avait rien eu du tout de ce genre, qu'il n'y avait pas eu d'empoisonnement de la nourriture. D'autres ont dit que le poison qu'il y avait dans la nourriture, l'antidote, c'était le porto qu'on lui faisait boire. Alors, forcément, les nuls en matière de complot s'étaient fait piéger. Mais alors finalement, ils ont fini par tabasser ce pauvre Raspoutine qui est tombé sur le tapis, et au moment où ils allaient l'achever, il y a son bras qui se lève, il presse à la gorge, le secoue comme un poignet. Bon, panique totale à bord. Raspoutine se sauve, il est poursuivi à l'extérieur et abattu à coups de revolver. Et on jette son corps dans la Neva. Son corps traverse la glace. Il dérive au fil du courant. On le retrouve, je ne sais pas combien de jours après, mort noyé. C'est-à-dire l'autopsie, c'est la noyade. Il n'est pas mort des coups, il n'est pas mort des revolvers. Il est mort d'avoir été précipité dans les Nevas. Les princes machin, truc mus sont arrêtés. Je crois que Yusupov s'est réfugié en France, etc., etc. Et voilà comment finit l'hommage. Alors bien sûr, la tsarine, le tsar sont absolument catastrophés. Ils ont perdu leur sauveur. La prophétie de Raspoutine se réalise. À partir de décembre 1916, c'est sa mort, le pays rentre dans la turbulence révolutionnaire à cause des défaites militaires, à cause de l'incompétence des généraux, à cause de la misère, à cause d'un nombre hallucinant de morts sur le front. C'est la révolution en février 17. Et donc, il y a un premier pouvoir qui s'installe, modéré, démocrate, entre guillemets, vu la période, mais à l'occidentale, avec une chambre, avec des ministres, etc. Mais ce gouvernement demande quand même l'abdication du tsar. Le tsar est mis en résidence surveillée à Tsarskoye-Selo. Et puis après, ce gouvernement d'un personnage qui s'appelle Kerensky ne réussit sans rien, enfin pas grand-chose par rapport à la situation du pays. Il y a une révolution bolchevique que vous connaissez, qui renverse ce gouvernement. C'est plus le tsar là, qui est, quand Lénine fait la révolution d'octobre, c'est un gouvernement déjà autre, non autoritaire, non tsariste. Un fameux Kerensky et ses ministres, il y en a plusieurs qui sont francs-maçons dedans. On dit, premier chef qui succède au tsar, c'est un franc-maçon, il y a un complot maçonnique encore là-dedans, parce qu'il y a eu ça aussi au 19e siècle. Alors ça, c'est pas normal ce qui se passe à la cour, c'est encore un coup des francs-maçons, parce qu'il y en a eu là-bas aussi. À un moment autorisé, la franc-maçonnerie, à un moment interdite, à un moment Catherine II s'est passionnée par les idéaux de la franc-maçonnerie. Et puis après, elle a dit, c'est très beau, c'est bien comme philosophie. Ben, le peuple ne peut pas appliquer un truc pareil, c'est pas valable pour chez nous, donc le peuple n'a jamais entendu parler une seule fois. Mais à un moment, il y a eu quelques loges quand même, quoi. Alors, on dit même que Lénine aurait été membre d'une loge maçonnique quand il était réfugié en France à la loge de Belleville. Alors, on n'a pas de preuves, parce qu'on est allé à la loge de Belleville, les archives
ont brûlé pendant la guerre. On n'a pas de preuve que Lénine en faisait partie, mais des témoins survivants de cette loge ont dit qu'ils l'avaient vu, qu'il avait été initié un moment, sans trop croire sans doute, par rapport au marxisme, on ne croit pas vraiment au truc maçonnique, mais bon, on en est là. Donc après, vous connaissez l'histoire. On pense que, comme il y a une guerre civile, on pense que le tsar peut être délivré. On l'envoie justement à Tobolsk. Tobolsk, la région où Raspoutine est d'origine, et l'endroit où les tsars envoyaient en Sibérie les exilés politiques. Donc les Lénine ont dit, c'est trop tôt d'y aller. Bon, et on a fait comme Ivan le Terrible, on a déporté toute la famille entière, c'est-à-dire les 4 filles, le petit Alexis, Alexandra, un serviteur, et puis quelques personnes de l'entourage. Hein. Et puis alors, il s'est passé, bien entendu, encore des événements, ça passe en Russie. Hein, c'est extraordinaire, cette histoire-là. Il y a eu, pendant la guerre civile, les anti-bolcheviks sont appelés des armées blanches. Voilà qui se rapprochent de cet endroit-là. Et eux, ils savent que le tsar y est et ils veulent le délivrer. Et c'est là, bien sûr, qu'au Kremlin, Lénine ne veut pas, parce que bien sûr, on pourrait rétablir le tsarisme après, etc. Et puis qu'il n'y ait pas une femme qui fasse la régence, etc. Liquider toute la famille, l'ordre vient de Lénine. Parce que très longtemps, on a dit dans l'histoire, mais c'est ceux qui étaient sur place, les gardes, ils ont vu arriver l'ennemi, ils ont pris l'initiative à considérer. L'ordre est venu de Lénine. Sauf qu'on ne le savait pas à l'époque. Hein. On l'a su quand, sous Gorbatchev, on a ouvert les archives. Hein. Sous Gorbatchev et Helsinki, on a eu un peu accès aux archives. Puis maintenant, Poutine, plus grand-chose. Alors, voilà comment ça s'est terminé. Donc, toute la famille a été abattue dans une cave de la maison Ipatiev, c'est là, dans Tobolsk. Et donc, c'était un 16 et 17 juillet, la nuit du 16 au 17 juillet. Alors après, ils ont mis le corps dans une mine, etc. À un moment, il y avait un tabou, ils ne devaient absolument pas dire où étaient les corps, etc., etc., etc. Alors, vous voyez, l'histoire de la Russie est très, très curieuse. Hein. Après, je ne vous parle pas du régime communiste, parce que ça ne fait pas partie de l'objet d'aujourd'hui, mais une curiosité quand même en sciences occultes, puisque le régime communiste a duré 73 ans et demi. Eh bien, dans un quatrain de Nostradamus, on dit que le régime communiste durera 73 ans et demi. Je peux vous lire le verset, et dans mon livre, 666. Si on a le temps dans la deuxième partie, pendant ce qu'on pourrait appeler l'échange de débats, on pourra. Alors, dernière petite chose avant d'arrêter, c'est encore dans les choses occultes quand même, très très curieuse, hein, ça c'est pas connu. Peut-être le mot, pourquoi on dit Russie, Rossia en russe? Ça veut dire rouge. Rouge. Alors, rouge, ça peut signifier quoi? C'est que ces fameux Scandinaves du début, là, des grands guerriers roux, c'est rousse. Et on appelait Rousse les Scandinaves. Donc ça aurait donné le nom même au pays, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de descendance de ces Scandinaves. Puis rousse, ça veut dire rouge aussi, de la couleur qu'est la forteresse du Kremlin. Hein, voilà. Donc là, pour l'origine du mot, etc. Parce que dans Nostradamus et dans les prophéties, on dit à la fin des temps, il y aura une insurrection des rouges. Tout le monde pense que ça peut être communiste, mais quand c'est pas communiste, c'est des rouges aussi qui sont ennemis. Donc c'est un qualificatif qui n'est pas lié au marxisme. Hein. Et alors, vous savez que la Russie a pour emblème un aigle noir à 2 têtes. Avez-vous déjà demandé pourquoi il y a un aigle noir à 2 têtes dans le blason? Parce que Orient-Occident, c'est-à-dire à partir de la Russie, une tête d'aigle vers l'Occident, qu'on veut mettre sous la coupe, ou une tête vers l'Orient, on est à cheval, Orient-Occident. D'accord? Bon. Et donc, la Russie a un symbole secret. C'est le seul document que j'ai eu le temps de préparer pour aujourd'hui. C'est un cercle, il n'est pas rouge dans la réalité, mais c'est un cercle. Et puis, il y a une sorte de Y dans le milieu, et un Y avec des flèches. Comme vous voyez, hein, c'est des lignes fléchées. Ça représenterait les deux du haut, les 2 têtes d'aigle, stylisées, avec des flèches pour l'orientation est-ouest. Vous allez dire, mais alors la flèche du bas, le sud. On va directement vers le sud. Qu'est-ce qu'on peut bien faire au sud quand on est à Moscou ou Saint-Pétersbourg? C'est un rêve secret des tsars. Depuis Ivan le Terrible. Eh oui, c'est dire, je fais la conquête de la Sibérie, bon, il l'a fait, je conquiers l'Europe, bon, c'est déjà un peu fait vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis des pays de l'Est, etc., une influence russe assez importante, mais le sud.
Et vous allez dire le sud, bah alors c'est la mer Noire. Ils sont sur les bords de la mer Noire. Mais il y a un tsar qui voulait attaquer l'Inde. Pourquoi? Parce que les mers chaudes. Il faut que la Russie, pour qu'elle connaisse un état de puissance maximum, comme les autres pays du monde, ait accès aux mers chaudes. Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'Europe, les États-Unis? C'est les mers chaudes. Au niveau des tropiques, la Méditerranée, machin. Alors là, la mer Baltique, l'océan glacial arctique, la partie Pacifique Nord, et un petit morceau de mer Noire, mais ça ne va pas. Donc, direction sud. Mais si vous prolongez la flèche vers le bas, vous allez où? Au pôle sud. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un secret, qu'il y a une relation entre l'Antarctique et la Russie. Alors, ils ont des bases là-bas, nous aussi, hein, etc. Mais attention, en ésotérisme, c'est l'Est et le Nord qui sont bénéfiques, c'est l'Ouest et le Sud qui sont maléfiques. Parce que le Nord, c'est l'étoile polaire, symbole de lumière pour guider le monde. Et puis, bien sûr, l'Est, le lever du soleil, la lumière. Ouest, c'est l'Empire des Morts, soleil couchant. Et Sud, c'est opposé à la lumière de l'étoile polaire. Et bien, on a ça dans ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme de la Russie. Et il y a une devise secrète de la Russie qui est « Je relie deux mondes ». Je relie deux mondes, mais quels les deux mondes? En gros, l'Est et l'Ouest, je suis dans le milieu, je synthétise Orient et Occident, donc je devrais être la principale puissance du monde. Et si vous regardez une carte, Moscou est à la verticale de Damas et de Jérusalem. C'est sur le même méridien. D'où l'alliance qui est aujourd'hui avec la Syrie, etc. D'où aussi, mais on ne va pas en rajouter dans une heure encore là, pourquoi l'invasion de l'Afghanistan, se rapprocher de l'océan Indien, pourquoi des accords avec l'Égypte, pourquoi un jour la Turquie risque de tomber dans l'orbite russe. C'est un rêve qui est depuis Pierre le Grand, de conquérir les mers chaudes. Secret, hein, parce qu'ils ne le disent pas dans la diplomatie. Hein. Donc, vous voyez, on en est là, dans l'histoire. On arrête là quand même, non pas parce qu'il n'y a pas des centaines d'autres choses aussi à dire, mais pour l'horaire. Donc voilà. On continue après. Merci beaucoup. Merci.